Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Avant de commencer cette vidéo, je vous remercie pour vos commentaires, certains d'entre vous, même si malheureusement, je pense que certains d'entre vous ont constaté que les commentaires parfois n'apparaissaient pas. Eh bien, ce n'est pas de mon chef, malheureusement, même si j'ai quand même vos messages par des relais par mail. Donc je vois en effet ce que vous m'envoyez, ce que vous essayez de publier comme commentaires. Mais malheureusement, certains de vos commentaires disparaissent dans le dashboard YouTube. C'est-à-dire que même quand, vous savez, quand vous avez votre compte YouTube, vous avez la possibilité de voir les messages qui n'ont pas été publiés par YouTube, YouTube les a retenus ou recalés. Et donc c'est à vous de les confirmer, c'est à vous de gérer ces commentaires. Comme il y en a certains malheureusement qui passent et que je supprime parce que ce sont tout simplement des spams ou des commentaires commerciaux. Mais les commentaires en fait n'existent pas dans le dashboard. Ils n'apparaissent pas. J'ai bien les messages en notification, mais quand je clique sur la notification pour répondre, eh bien je n'ai pas le commentaire. C'est les mystères de YouTube. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les algorithmes, que ce soit ceux de YouTube, de Facebook ou de Twitter, aujourd'hui sont en train de complètement de péter les plombs. On a de plus en plus de gens qui se plaignent de voir des vidéos, des commentaires, des posts supprimés pour de mauvaises raisons. Parfois parce que, tout simplement, je pense que les algorithmes, au bout d'un moment, ne savent plus faire la différence entre un commentaire humoristique, ironique, voire même parfois des images, parce que même les images sont scrutées, hein. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer ça sur Facebook, mais moi il m'est arrivé de mettre une image en fait une capture d'écran d'un tweet, donc c'est une image. Donc logiquement, les algorithmes ne sont pas censés pouvoir analyser le texte qui est sur une image. Eh bien si, quand même, il suffit qu'il y ait deux mots vaccin pour que tout de suite derrière, on vous mette le petit encart, oui, Covid-19, en savoir plus, etc. Donc, mais vous inquiétez pas, donc j'ai vu, je lis, je vois vos commentaires, merci EMB qui a fait cette référence au 137e par rapport aux anges, etc. Parce que j'ai 137 abonnés, donc 137 abonnés qui correspond à ce qu'il m'a écrit sur la... je ne sais plus exactement ce que c'est, mais ça définit un petit peu le personnage, les intentions, le petit côté mystique, etc. À un moment donné, j'ai cru lire le livre de Pierre Jovanovic sur les anges gardiens. Donc merci à lui. Et l'un d'entre vous aussi m'a parlé sur le fait que, en effet, l'ultralibéralisme est un peu responsable de toute cette foire finalement. J'ai envie de dire que l'ultralibéralisme est en fait un outil, c'est-à-dire que si à la base le capitalisme est né tout naturellement par le fait ou des effets de volonté de certains de vouloir toujours faire plus de profit et donc de faire du profit sur un certain nombre d'activités, d'investissements, etc., eh bien au fil du temps, ces gens qui maintiennent, qui ont créé, qui ont instauré, qui ont installé le capitalisme, se sont très rapidement rendu compte que la méthode sur laquelle ils se sont appliqués, eh bien c'est comme toute chose, c'est-à-dire que vous avez une ascension, vous avez un pic, et puis après, ça redescend. Et forcément, quand ça redescend, il y a un moment donné, il faut essayer de modifier les règles. Il faut essayer de passer sous les radars. Alors soit on triche, soit on fraude, ou alors tout simplement on fait de l'influence pour changer les règles du jeu. Et repartir de bon pied sur de nouvelles bases, et ce qui a amené l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, etc. Mais sauf que, forcément, ce sont des tendances, ce sont des systèmes qui veulent toujours plus. Donc, on va 2 fois plus rapidement arriver au pic. Et là, ça fait depuis 2008 qu'on est arrivé au pic, même si on avait déjà des alertes. À la fin des années 90, déjà il y avait une crise dans les années 80. Dans les années 90, la crise asiatique. Et 2008, la fameuse crise des subprimes. Est-ce qu'on a tiré des leçons de tout ça? Non, aucune leçon. On continue. Aujourd'hui, c'est la guerre sur les cryptos. Qui va pouvoir réussir à mettre la main mise? Qui va réussir à contrôler les crypto-monnaies?
qui va réussir à créer des nouveaux marchés? Le big data est un marché aujourd'hui, c'est un marché très lucratif. Mais pour alimenter le big data, il faut toujours plus de data. Donc il faut légitimer de toujours plus numériser les informations, y compris celles de vos vies. Hein? Je rappelle que tous ceux qui utilisent par exemple des Alexa ou des Google, le micro, pour pouvoir donner les ordres, il est toujours allumé. Donc ça veut dire qu'ils enregistrent aussi ce qui se passe dans la maison. Vous savez, ces fameuses télés avec des petites cams ou des webcams intégrées, etc. Aussi. Je veux dire, c'est pas un hasard si il est arrivé dans des reportages de voir les patrons de Microsoft ou de Apple, tout d'un coup on voit leur ordinateur, ils ont un sticker sur un petit autocollant sur la cam. C'est pas une légende, c'est une réalité. Donc tout ça pour dire que oui, il y a derrière tout ça un intérêt certain de modifier les règles. Et qui établit des règles si ce n'est des institutions, si ce n'est des pays, si ce n'est des États-nations, des États souverains? Eh bien aujourd'hui, on est arrivé à l'étape où les États souverains, ils nous emmerdent, ils nous font chier, ils nous cassent les burnes. Donc il faut les détruire pour qu'on puisse continuer à faire vivre notre ultralibéralisme, notre néolibéralisme, notre capitalisme absolu, mais qui devient de plus en plus une dictature finalement. Sauf qu'au lieu d'être une dictature politique, ça va être une dictature économique. C'est eux qui vont détenir les rênes du pouvoir. C'est eux qui vont dicter leurs ordres à ceux qui sont censés représenter l'autorité élue, entre guillemets. Donc voilà, on est dans ce schéma. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui des fois se posent la question, mais vous parlez de nouvel ordre mondial, vous parlez d'état profond, vous parlez de maîtres du monde, etc. Mais c'est qui? Qui sont les maîtres du monde? Alors certains pensent que des gens comme Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, ou même les Rockefeller, ou les Rothschild, sont les maîtres du monde. Non. Ils ne sont pas les maîtres du monde. En réalité, ils le sont, mais ils le sont parce qu'ils détiennent des commandes, ils détiennent des leviers, ils détiennent un pouvoir, ils détiennent des influences. Mais rappelons quand même à l'origine les choses. Ces fameux empires financiers qui aujourd'hui sont très influents, quasiment aujourd'hui sont infiltrés un peu partout, leur origine a quand même un adoubement. C'est pas du jour au lendemain comme ça, où des Rothschild, des Rockefeller, ou des grandes familles, que ce soit américaines, européennes, se sont constituées des fortunes parce qu'ils ont eu la bonne idée, au bon moment, parce qu'ils ont su investir sur des choses qui allaient forcément être très lucratives, et donc construire leur fortune, et donc leur puissance. Non. En réalité, ces gens-là, s'ils existent, c'est parce qu'ils ont été adoubés par qui? Eh bien, adoubés par ceux qui avaient déjà le pouvoir à l'époque. Ils ont été adoubés par des monarques. Ils ont été adoubés par la noblesse. Ils ont été adoubés par des monarchies. Alors évidemment, aujourd'hui, vous allez me dire, mais oui, mais aujourd'hui, les monarchies, mais quand même, le Gotha européen n'est pas de la science-fiction. Allez à Monaco, allez dans ces endroits très huppés, très connus, très réputés pour accueillir le Gotha européen. Et vous allez vous rendre compte que ces grandes fortunes, eh bien ces grandes fortunes aujourd'hui, elles sont nées exactement au même moment que celles dont on croit qu'elles sont aujourd'hui les maîtres du monde. En réalité, à partir du 16e, 17e siècle, c'est là que les choses ont commencé à émerger, c'est là que les banques ont commencé à avoir des liens particuliers avec un certain nombre de nobles, avec un certain nombre de monarques. Quand je dis monarques, c'est les familles monarchiques, d'une manière générale, hein, c'est-à-dire les sangs bleus, comme on les appelle. Si ces sangs bleus n'avaient pas à cette époque soutenu les projets de ces banques, soutenu les projets d'investissement, de création monétaire, de création économique, de création de marché, de création de business, les échanges économiques. Souvenons-nous,
tous les commerces qui se sont développés au fil des siècles, à partir du moment où on a découvert l'Amérique, etc., qui sont à l'origine de ces découvertes? Christophe Colomb? Christophe Colomb n'était qu'un navigateur. Qui a financé son expédition? La couronne d'Espagne. Donc il y a un moment donné où il y a des ayants droit sur un certain nombre d'empires qui se sont formés. Et l'héritage de cette période, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, des Rockefeller, des Rothschild n'existeraient pas s'ils n'avaient pas derrière eux le soutien des grandes fortunes monarchiques. Alors quand je dis grandes fortunes monarchiques, c'est aussi bien les monarchies qui sont encore en place, comme évidemment les Windsor, mais souvenons-nous, la Belgique est un royaume, le Danemark est un royaume, la Norvège est un royaume, la Suède est un royaume, l'Espagne est un royaume. Toutes les autres grandes familles monarchiques déchues, celles du Portugal, d'Italie, les monarques, entre guillemets, des anciennes contrées indépendantes ou républiques indépendantes ou cités, comme on les appelait, que ce soit Venise, Milan, Turin, que ce soit le Liechtenstein, que ce soit la Saxe, quand à l'époque, avant qu'elle ne faisait pas partie de ce qu'on allait appeler par la suite l'Allemagne, les grandes fortunes et les grandes monarchies de certains pays de l'Est, Bulgarie, Hongrie, Tchéquie, Tchéquie, d'autres pays encore. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Gotha donc de toutes ces familles héritières de monarchies, soit de monarchies encore en place ou déchues, mais qui sont des fortunes, qui ont hérité de fortunes, parce que, justement, elles ont su soutenir, participer et investir sur des gens comme des Rothschild, ou des Rockefeller, ou je ne sais qui d'autre. Donc, en effet, ces grandes familles, ces grandes institutions financières, que sont aujourd'hui par exemple JP Morgan, Goldman Sachs, d'autres grandes banques, non moins célèbres, elles ont en effet les commandes de certains pouvoirs. Elles sont infiltrées là où il faut pour accomplir le plan. Et finalement, ce que nous chante assez régulièrement quelqu'un comme Jacques Attali, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale, et en réalité, cette gouvernance mondiale, ce serait en fait la revanche de toutes les grandes familles monarchiques sur les aspirations, sur les lumières, sur les évolutions, qui a permis à des peuples de s'émanciper de l'autorité monarchique. On le sait en Europe, qu'il y a un certain nombre de monarchistes qui détestent la République, qui détestent le fait que le peuple peut avoir un droit de regard, que le peuple peut décider, et que même le peuple puisse être souverain. Souverain. Le souverain était le monarque. Et on a retiré la terminologie de souverain au monarque pour l'appliquer et le donner au peuple. Donc aujourd'hui, si vous cherchez le sommet de la pyramide, eh bien, pour vous faciliter la tâche, il suffit tout simplement d'aller voir dans le Gotha européen. Ce même Gotha européen qui s'accompagne, qui s'assiste d'autres forces, les forces sionistes, les forces islamiques, les forces asiatiques. Mais d'une manière générale, quand ces forces ont essayé de s'émanciper de l'influence, et en général, ça s'est toujours très mal terminé.
Donc il y a de justes compromis. Les sionistes, tels qu'on les appelle, le savent que si demain ils se mettent en opposition avec le Gotha européen, c'est-à-dire le Gotha qui a le pouvoir, ils savent que l'Israël pourrait très bien demain se retrouver dans une situation extrêmement compliquée, difficile, voire peut-être, pourquoi pas, que l'État d'Israël finirait par disparaître. C'est tout à fait possible. Et les sionistes le savent très bien. Tout comme un certain nombre de sociologues, historiens, etc., spécialistes de la culture juive, de l'État d'Israël, etc. Il est certain que les sionistes vont et sont obligatoirement conscients qu'ils vont avoir besoin de la puissance, de l'influence du Gotha européen pour leur projet de Grand Israël. Au même titre que les Saoudiens ont exactement la même ambition et qu'ils ne pourront pas réaliser leur projet, leur rêve du grand califat sans l'adoubement des puissances monarchiques ou des puissances du Gotha européen, puisque c'est eux qui détiennent plus ou moins les fils conducteurs, les manettes de tous les empires financiers. La France est un peu particulière, parce que même si les monarques ou les familles monarchiques restent respectées, ont encore un statut plus ou moins reconnu, certains monarques savent très bien qu'ils ne pourront pas se passer de l'influence sur le politique. Sur le politique aujourd'hui qui, alors officiellement, aux yeux de tous, ou en coulisses, ont toujours interagi dans l'intérêt du Gotha européen. La laïcité en est un très bel exemple. J'avais fait une vidéo sur la laïcité. On n'a jamais voulu laisser la France appliquer une vraie laïcité. Attention, la laïcité, ça ne veut pas dire faire un coup de balai sur toutes les religions et toutes les traditions de ce que l'histoire de la France a eu en lien particulier et privilégié avec le catholicisme. Mais dans les institutions, bien appliquer la règle, séparation de l'Église et de l'État. Séparation de toutes les religions dans leur pratique avec l'espace public. L'espace public est un sanctuaire de la République et de la laïcité. Est-ce que c'est ce qu'on a fait? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que derrière, vous avez des puissances financières appuyées par des puissances du Gotha européen. Par définition, ils sont tous, en règle générale, liés au catholicisme, liés à la religion. Donc si on veut un adoubement de la sphère d'influence, on ne peut pas se permettre de jouer la carte de la laïcité absolue. Il y en a qui ont essayé. Souvenez-vous les soviétiques. Ils ont échoué. Donc, tout ça pour vous inciter tout simplement à chercher par vous-même qui est véritablement à la tête de cette pyramide de l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Je rappelle, qui profite le crime en règle générale? Il profite à ceux qui veulent récupérer le pouvoir, ceux qui veulent posséder le pouvoir, ceux qui veulent maîtriser le monde et mettre en place un nouveau style de société, un nouveau style de système, etc. Encore une fois, avec en effet peut-être, je dis bien peut-être, des allures, des habits, des illusions de démocratie, mais en réalité, quand vous allez dans les sphères du pouvoir, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de démocratie, que tout est écrit d'avance, que tout est scénarisé d'avance. On le voit bien aujourd'hui en France. Je veux dire, il arrive un moment où on se rend compte que la crédibilité de la gauche et de la droite est en train de s'effondrer, et bien qu'est-ce qu'on fait? On profite. On a l'opportunité de caser un candidat non affilié à ce bipartisme.
Et ça a marché. Je rappelle, Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle, il n'avait pas de parti, il avait un mouvement. Son parti, il a été obligé de le statufier, de le déclarer en tant que parti pour les élections législatives après sa victoire. Mais à l'origine, Emmanuel Macron a été élu, pas au sein d'un parti, par l'intermédiaire d'un parti politique, mais d'un mouvement. Regardez Donald Trump. C'est légèrement différent, mais c'est à peu près le même scénario. Donald Trump a profité d'une situation et d'un contexte de déliquescence, de confiance des Américains envers le bipartisme démocrate et républicain pour se glisser et dire « moi j'ai envie de vous proposer autre chose ». Sauf que évidemment, comme en France, le système est verrouillé, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit « tiens, je me lance dans la primaire républicaine pour essayer de trouver un adoubement ». Et au mépris de toute règle, au mépris, je dirais, de toute conviction et à la surprise générale, il a remporté la primaire. Et là, tout d'un coup, tous les politologues, sociologues, etc., se sont dit « oula, il se passe quelque chose là. Il se passe peut-être que des Américains ont compris que depuis 2001, depuis le 11 septembre, on les a manipulés. Que tout ce qui a été fait, que ce soit par les démocrates ou les républicains, n'a fait que jouer dans le désintérêt du peuple américain. N'a fait que renfermer ou enfermer le peuple américain au détriment de ses libertés, au détriment de certaines valeurs, de certains principes, de leur démocratie. Je rappelle, le Patriot Act qui devait être un accord temporaire est devenu un accord temporaire qui dure. Donc, pour ce qui concerne les États-Unis, c'est pareil. Il y a des influences. Même si on ne peut pas considérer que le système fonctionne de la même façon qu'en Europe. Les influences sont pas les mêmes, mais on sent bien quand même que si, par lien de cause à effet, on remonte l'échelle de la pyramide, on se rend compte que finalement, on revient toujours à l'Europe. C'est-à-dire que si on croit que les Américains sont en fait l'intention de dominer l'Europe, mais en fait, ils ont l'intention de dominer l'Europe pour installer un système qui est adoubé par les mêmes qui veulent essayer d'adouber l'Union européenne comme étant l'entité lui. Bon, sauf que ça ne marche pas. C'est un échec. Donc il faut revoir la copie. Donc tout ça pour vous dire que, en réalité, la question essentielle, c'est ça, c'est à qui profite le crime. Alors, il y a des gens qui vont essayer de vous convaincre qu'en réalité, ceux qui sont aux manettes, c'est des gens comme Bill Gates, c'est des gens comme Bernard Arnault, c'est des gens comme Bolloré, c'est parce qu'ils ont des fortunes. Le problème, c'est que c'est des gens qui savent que leur fortune, elle peut très rapidement disparaître sur un claquement de doigts si jamais ils font tout le contraire de ce qu'on leur dit de faire. Alors vous avez, par exemple, aux États-Unis, des gens comme Warren Buffett. Warren Buffett qui ne fait pas trop de politique, qui ne fait pas trop d'idéologie, mais c'est un capitaliste. C'est-à-dire, money is money. Vous avez même pire. Souvenez-vous de Bernie Sanders. Bernie Sanders que certains accusent d'être un socialiste. D'autres l'accusent d'être un communiste. Alors qu'en réalité, Bernie Sanders est tout aussi capitaliste, ultralibéral ou néolibéral que n'importe quel autre. Sauf que on joue avec de l'idéologie. Il a joué avec l'idéologie, avec les sensibilités, les hypersensibilités des Américains sur le plan social, économique, etc., pour essayer d'attirer de l'électorat. Mais en réalité, ce mec-là, si demain il arrive au pouvoir, il sera exactement le même que tous ses prédécesseurs. Il appliquera les mêmes politiques, il appliquera les mêmes plans. À quelques détails près, sur des spécificités culturelles, sociétales, économiques, internes au pays. Mais
d'une manière globale, la ligne de conduite est toujours la même. Et ça, il y a beaucoup d'Américains qui l'ont finalement compris. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui quand on voit ce qui se passe avec l'Afghanistan. Regardez l'Afghanistan. Alors, il y a un général la semaine dernière qui a dit « Oui, mais attendez, si on se retire d'Afghanistan, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rester inactif. On fera en effet des opérations en collaboration avec les autorités afghanes pour un soutien aérien, par exemple, contre les talibans. » Mais j'ai envie de dire, pourquoi ? Donc ça veut dire que les talibans restent le problème. C'est-à-dire que demain, l'Afghanistan peut très bien retomber sous le joug des talibans. Ça voudrait dire qu'après plus de 20 ans, on serait revenu à la case départ. Et le fait que les Américains se retirent d'Afghanistan, le fait que en Irak, ça a été un fiasco fini. Ah, on a instauré la démocratie, c'est génial. Sauf que le problème, c'est que la démocratie a permis au mouvement chiite de prendre le pouvoir en Irak. Vous pensez bien que les Israéliens, les Saoudiens disaient « Oh, les Américains, là, vous nous avez fait quoi, là ?» Ben, on a dégagé Saddam Hussein. C'est ce que vous vouliez. Oui, mais vous voulez dégager Saddam Hussein, mais on ne voulait pas que vous instauriez une démocratie où les chiites allaient prendre le pouvoir. La Syrie. La Syrie a été un échec total. On a essayé chacun de manipuler les choses pour essayer de dégager Bachar el-Assad, toujours dans ce plan défini de réduire l'influence chiite dans le Moyen-Orient. Sauf qu'au bout d'un moment, la coordination des choses ont complètement explosé en plein vol. C'est bien que tout le monde a voulu attirer son intérêt. Donc on a voulu l'investissement du Qatar, on a vu l'investissement du Koweït, on a vu l'investissement des Saoudiens, on a vu l'investissement des Israéliens, on a vu l'investissement des Américains, des Européens. Sauf que personne n'a réussi à accorder ce violon, si bien qu'à un moment donné, les Qataris, ils ont fait la connerie d'aller chercher des djihadistes islamiques radicaux pour les mettre dans les mouvements rebelles. On a voulu créer une guerre, soi-disant, contre l'État islamique qui s'est développé, mais qui, comment, pourquoi ? Comment il s'est développé, cet État islamique? C'est qu'on l'a laissé faire, on l'a laissé se créer, on l'a laissé se développer, pour ensuite se servir de lui pour justifier une guerre en Syrie. Et à la même occasion, hop, de dégager Bachar el-Assad. Sauf que, c'est que tout le monde a voulu sa part du gâteau, et ça a foutu un bordel pas possible. Et du coup, ça a été un échec total. Et donc aujourd'hui l'Afghanistan, quand vous avez aujourd'hui Biden, qui il y a quelques jours dit « Notre intention n'a jamais été de reconstruire ou de supporter la mise en place de quelque chose en Afghanistan », il ment. Il se défausse, il se dénie lui-même de ce qu'il a été dans la guerre en Afghanistan. Je rappelle, Biden a été le premier Américain à débarquer en Afghanistan lorsque on a décidé de débarquer et faire la guerre aux talibans. Et même Biden était président de la commission de suivi des opérations au Moyen-Orient. Donc Biden était extrêmement bien placé pour savoir quelles étaient les intentions américaines concernant l'Afghanistan. Tout le monde s'était mis d'accord pour mettre un petit bonhomme fantoche comme président, Hamid Karzai. Mais il arrive un moment où, quand on a échoué en Irak, quand on a échoué en Syrie, vous pensez bien que les stratèges du Pentagone disent à la Maison-Blanche, il dit bon, c'est mort. C'est mort, c'est soit on déboule là-bas, on fait le ménage et on met ce qu'on veut, sauf que malheureusement aujourd'hui on n'en a pas les moyens, parce qu'on est tellement dispersé partout, avec des logistiques de partout, avec des flottes de partout, parce qu'on veut essayer de garder notre hégémonie militaire, etc. Sauf que ça coûte tellement cher, ça coûte un pognon dingue, qu'on ne peut plus aujourd'hui se permettre de faire une guerre quelque part. D'où la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour l'Irak, on a essayé, enfin ils ont essayé de faire d'avoir l'adoubement du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'ils n'ont pas eu, donc c'est pour ça qu'ils ont créé une coalition indépendante, complètement fantoche, pour y aller.
Donc ils ont besoin, et plus particulièrement de l'Europe, ils ont besoin des forces militaires, ils ont besoin des armées suffisamment puissantes pour faire des opérations conventionnelles au Moyen-Orient. Sauf qu'évidemment, l'Europe n'a pas d'armée. Donc ils sont obligés de taper aux portes des Britanniques, des Français, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Australiens, de la Turquie. Bon, sauf qu'avec la Turquie, c'est plus le grand amour. Donc ils savent que ça ne pourra jamais fonctionner, que la France n'ira jamais faire de la guerre aux côtés des Américains, enfin, pareil, pour des raisons de coût, puis même de souveraineté. Là, déjà qu'on essaie de faire pression pour essayer de partager notre siège permanent au Conseil de sécurité avec les Allemands, et qu'on sent bien qu'on veut absolument créer une armée européenne, mais ça veut dire qu'en fait c'est tous les pays de l'Union européenne qui doivent mettre leurs moyens dans un pot, et puis c'est l'Europe qui décidera de quoi faire de cette armée, et que nous on perdrait donc notre souveraineté sur notre propre armée. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là aujourd'hui les Américains ne peuvent plus se permettre de faire une guerre conventionnelle comme ils ont fait en Irak ou en Afghanistan. Ils n'ont plus les moyens. Et ça, tout le monde le sait. Les Russes le savent. Les Chinois le savent. C'est pour ça qu'ils se sont permis d'y aller aussi en Syrie en tant qu'alliés de Bachar el-Assad. Parce qu'ils savaient que de toute façon, les Américains n'interviendraient pas directement. Et aussi parce que les Russes, ils ont quand même un port. Donc il faut bien qu'ils défendent aussi leurs intérêts. Donc enfin, tout ça est lié, si vous voulez. Il y a toujours des liaisons qu'on peut trouver par rapport à cette fameuse question, mais qui en réalité est à la tête de tout ça. Qui dirige tout ça? Qui commandite tout ça? Donc c'est un maillage qui est très... c'est une toile, en fait, qui est gigantesque, qui ne se résume pas seulement à l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme est un outil aujourd'hui. C'est un outil, c'est-à-dire, c'est un compromis. C'est-à-dire, on défend, on installe, on améliore pour permettre l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, le capitalisme absolu, etc., pour que les banques continuent à gagner beaucoup d'argent, que les sociétés d'investissement gagnent beaucoup d'argent, que les empires militaro-industriels, que les industries, les corporatismes, etc., continuent à se développer, continuent à s'installer, continuent à grossir. Et en échange, ils s'accordent d'exécuter ce qu'on leur dira de faire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, les GAFAM, aujourd'hui, sont dans le collimateur des autorités américaines parce qu'elles deviennent trop hégémoniques, elles ont trop de monopole. Donc, si vous voulez, en haut de la pyramide, ils disent « Allô, les Américains, bon, Facebook, Google, etc., ils sont gentils, c'est sympa, ils nous aident bien, etc., mais nous, là, on est inquiets parce que demain, ils peuvent se retourner contre nous. Ils ont un monopole. Demain, Google décide de rentrer en rébellion, en dissidence. Vous imaginez la ramification qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent toucher des milliards de personnes dans le monde pour leur donner des vérités, pour leur dire, voilà à quoi on vous expose, voilà à quoi, aujourd'hui, ceux qui nous commandent depuis des décennies veulent nous faire complices, veulent nous faire acteurs. Donc vous comprenez que c'est un sujet qui est très très vaste. Alors, pour vous aider, il existe évidemment beaucoup d'auteurs, des auteurs qui, depuis maintenant plusieurs décennies, ont parfois fait des études, des analyses, tant politiques, économiques, sociologiques, géopolitiques, etc. L'éventail est très vaste de ces auteurs qui aujourd'hui vous donnent des éléments, vous donnent des explications, vous expliquent les rouages de tout ça. Moi, pour ma part, j'en connais un qui a fait un livre qui est très intéressant et qui justement a cet avantage de remonter un peu plus loin que ce que d'autres auteurs veulent bien remonter, qui est le Pierre Hillard, avec son livre sur les mondialistes. En son temps également, vous avez le très sulfuré et controversé Alain Soral qui avait fait son livre
comprendre l'Empire, qui lui aussi, dans son livre, donnait un certain nombre de rouages, même s'ils ne remontent pas complètement l'arbre, je dirais, généalogique de toute cette structure. Donc il y a plein d'autres auteurs, hein, dont certains peut-être d'entre vous en connaissent un certain nombre. J'ai actuellement, je lis, je ne me souviens plus de son nom, mais qui explique justement l'instauration de la société d'infantilisation en Europe et plus particulièrement en France dans la période post-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire années 60, années 70, ce qu'il appelle en fait la culture flipper et jukebox. Mais je me souviens plus de son nom, si j'ai me souvenir de son nom, je vous le mettrai ici, et qui est très intéressant parce qu'il comprend, on comprend dans ce livre la mise en place de la société de divertissement, de la société de plaisir, c'est-à-dire satisfaire le plaisir. Par l'intermédiaire de ce système, aussi réussir à conditionner l'individu dans son individualité, dans son égoïsme, dans son orgueil, à vouloir satisfaire ses plaisirs au détriment, parfois même, du solidaire, au détriment même de l'ensemble. Et d'ailleurs aujourd'hui, même si les manifestations qu'on a pu voir en France le 31 juillet dernier prouvent quand même qu'il y a quand même pas mal de Français finalement qui se sentent un petit peu concernés, le problème, c'est que je suis certain que si on va dans les manifestations et qu'on interroge plusieurs personnes, voire peut-être 100, 200, 300 personnes, on va se rendre compte qu'on a un melting pot incroyable de perceptions, de convictions, etc. Même si le pôle commun, c'est lutter contre cette loi du pass sanitaire, dont pour l'instant, on ne sait pas ce qui va en advenir, puisque actuellement, on met un petit peu la charrue avant les bœufs en disant qu'à partir du 9 août, attention, ça y est, paf, la loi elle tombe, alors que le Conseil constitutionnel, pour l'instant, ne s'est toujours pas prononcé. Je rappelle, c'est le 5 août prochain. Bon, même si on se dit, avec Fabius, etc., que peut-être c'est déjà plié, mais alors là, ça serait très très grave, parce que ça veut dire que le Conseil constitutionnel, lui aussi, est mort, comme la République. Donc, là, oui, en effet, il y a plein d'auteurs, et puis évidemment l'actualité d'aujourd'hui, l'actualité qui, surtout en ce moment, qui nous donne à foison des informations qui finalement corroborent un peu les analyses qu'on fait sur le déclin, finalement, le déclin de la démocratie, le déclin de la souveraineté des peuples, du déclin parfois même des droits fondamentaux, des libertés fondamentales des peuples, au profit d'une minorité, au profit d'une élite, cette même élite qui aujourd'hui est en train tout simplement d'accélérer un plan, d'accélérer le calendrier de ce qui va permettre à leurs commanditaires eh bien, de commencer à installer un nouveau système, un régime unique, un régime totalitaire n'est pas totalement le mot, même si les éléments, les ingrédients peuvent éventuellement s'assimiler à une sorte de totalitarisme, mais ce serait un totalitarisme évidemment complètement recouvert des illusions, recouvert des simulacres de démocratie. On en a déjà de toute façon des exemples. Hein. À partir du moment où on ne vous donne pas du choix dans votre acte électoral, dans votre acte de voter pour un candidat, si vous n'avez pas de candidat qui vous plaise, etc., je veux dire, en 2022, on est en train de voir se mettre en place une foison de candidats, mais qui finalement sont des candidats qui sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes gens. Je veux dire, là, Valérie Pécresse, elle est en train de se faire sa petite promo, mais combien de Français sont conscients que Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand d'ailleurs, serait en fait peut-être la remplaçante de Macron? Quand je dis remplaçante de Macron, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la met en place, elle va continuer la politique de Macron, de déliquescence, de destruction du pays, de la souveraineté, de détruire le pays façon puzzle. C'est ça. Hein. Donc, puis en plus Xavier Bertrand, qui est en fantasme devant la politique chinoise de contrôle de la population. Donc, je veux dire, quand vous savez ça, quand vous lisez ça, mais combien de gens sont au courant? C'est ça aussi le problème. Parce que bon, je rappelle quand même que depuis maintenant plusieurs décennies, nous avons des Français qui ne votent pas par conviction politique. Nous n'avons pas de Français aujourd'hui qui
élisent des gens sur un programme dont d'ailleurs ils n'ont jamais lu un programme ou ouvert un programme politique de leur vie. Ils votent selon ce qu'on leur dit. Ils votent selon ce qu'ils entendent, par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire de débats, par l'intermédiaire de certains sites propagandistes. Mais ils ne vont jamais aller chercher plus loin. C'est exactement ce qui s'est passé avec Macron. Pourtant Macron, Dieu sait sur Internet que bon nombre de sites, bon nombre de gens nous ont alertés de l'individu, nous ont alertés de ses intentions. Mais sauf qu'évidemment, comme il y avait Marine Le Pen en face, halte à la haine. Donc du coup, vous êtes en face d'un non-choix. Et on va refaire le scénario en 2022. Ça va être compliqué. Hein. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec quelque chose qui me semble assez intéressant aussi à vous informer ou peut-être à confirmer ce que vous avez déjà pu constater par vous-même. Et ça rentre dans le cadre de ce dont je viens de vous expliquer. C'est maintenir la population dans l'ignorance. Ou tout du moins, contenir son savoir, contenir sa culture entre les cordes, entre les clous de ce qu'on a décidé que ce peuple devait savoir, maîtriser, connaître. Le phénomène arrive aussi en Europe. Aux États-Unis, le phénomène s'est hyper bien installé. Je veux parler de ces gens qui, généralement anti-religieux, très souvent d'ailleurs, utilisent la science pour faire la démonstration de ce qu'ils croient, de leurs convictions, de leurs opinions. Au point que ils font de la science une religion. C'est-à-dire que ce sont ces gens qui vont vous dire « la science a prouvé que », la science dit que, la science a démontré que. Mais quand vous leur demandez de développer, ben vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de connaissance. C'est parce qu'ils ont lu un article qui a dit que la science a dit, qui a prouvé que. Non, ces gens-là, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous leur dites « mais attendez, la science n'est pas exacte. La science est en constante évolution. » Je dirais même que la science a le mérite de la critique, de la contestation, de la remise en question pour justement confirmer si ce que la science a découvert est capable de l'authentifier, est capable de le prouver, est capable de le vérifier, ou au contraire, est-ce que peut-être dans l'avenir, ou peut-être parce qu'on n'a pas les technologies, peut-être que, eh bien, affiner son résultat, affiner sa réponse à une question. Je vous donne juste un exemple. Regardez, pendant combien de siècles on a été convaincu que Pluton était une planète? Et là, tout d'un coup, grâce à la technologie, eh bien, on a découvert qu'en réalité, Pluton n'était pas une planète, mais un objet céleste. Et pourtant, si on remonte dans les années 70 ou dans les années 60 et qu'on va voir des scientifiques, qu'on va voir des professeurs d'astrologie, et qu'on leur dit « mais vous savez que Pluton n'est pas une planète », ils vont vous dire « hérésie, sacrilège ». C'est prouvé, la science a prouvé que l'observation faite prouve que Pluton est une planète. Ben oui, mais avec les technologies de l'époque. Sauf que depuis... Et vous voyez, là où, malheureusement aujourd'hui, on est confronté à des gens qui dogmatisent la science, ont perdu l'essence même de ce qu'est la science, c'est-à-dire quelque chose d'évolutif. Quelque chose qui va toujours, à un moment donné, se poser les bonnes questions, qui, à un moment donné, va intégrer des nouvelles données, qui va intégrer des nouvelles informations pour, finalement, affiner la réponse à la question. Sauf qu'évidemment, on ne va pas faire de tous les 7 milliards d'individus des scientifiques. Donc, on généralise, on simplifie, on globalise. Et il y a cet article qui est très intéressant et qui... Alors, vous avez Aldous Huxley qui disait « Sous une dictature scientifique, l'éducation sera vraiment efficace, ce qui fera en sorte que la plupart des hommes et des femmes grandiront en aimant leur servitude et ne rêveront jamais de révolution.
Il semble qu'il n'y ait aucune bonne raison pour qu'une dictature entièrement scientifique soit renversée. Il dit tout. C'est-à-dire que à partir du moment où on dogmatise quelque chose, eh bien, la dogmatisation, à partir du moment où elle est acquise, toute personne qui, à un moment donné, remet en question le dogme est forcément un hérétique, est forcément un fou, est forcément un inculte, un débile. Le slogan populaire aujourd'hui est « Croyez en la science ». Il est souvent utilisé comme une arme contre les personnes qui rejettent non pas la science en principe, mais plutôt l'une ou l'autre proposition scientifique de premier plan, qu'il s'agisse du vaccin contre le Covid-19, du changement climatique, de la nutrition, alimentation pauvre en graisse ou pauvre en glucides, pour n'en citer que quelques-unes. Mon objectif n'est pas de défendre ou de nier une position scientifique particulière, mais de remettre en question le modèle de la science sur lequel semblent se baser les plus fervents partisans de la science. Leur modèle fait que la science semble presque identique à ce qu'ils entendent par et attaquent comme la religion. Si c'est le cas, nous ne devrions pas les écouter lorsqu'ils nous font la leçon sur la nécessité de tenir compte de la science. Le problème le plus évident avec le rappel à l'ordre de croire en la science et qu'il n'est d'aucune aide lorsque des scientifiques de renom, c'est-à-dire des experts de bonne foi, se trouvent des deux côtés et de tous les côtés. C'est-à-dire qu'en effet, sur un sujet bien précis, la preuve en est, c'est que la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'ils ont voulu croire pouvoir diriger, manager, gérer la pandémie, a été complètement explosé par le fait que, grâce à Internet, des gens ont pu avoir accès à des opinions différentes. En dehors des excès, en dehors des hystéries, en dehors des approximations, en dehors des fake news, on a aujourd'hui des scientifiques qui ont des points de vue divergents. Et des points de vue divergents qui se tiennent scientifiquement, argumentairement, prouvés. C'est ce que d'ailleurs je vous explique souvent. Hein, c'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est un traitement. C'est un traitement contre un virus, contre une maladie, mais qui a été étudié, analysé, cherché, testé sur un certain laps de temps, et qu'au bout de ce temps, on s'est dit, voilà, on a suffisamment de données, on a suffisamment d'expérience, on a suffisamment de recul pour dire, ce traitement, il est efficace pour 75, 80, 90% des gens. C'est-à-dire qu'il y a toujours une portion de gens où ça ne va pas se passer bien. Bénéfice, risque. Sauf que quand on voit sur Internet, quand on lit parfois des tweets, des commentaires, des posts, des articles, on se rend compte qu'il y a des gens mais qui sont carrément à l'ouest. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le vaccin doit 100% garantir la sécurité, alors que pas du tout. Vous savez, c'est ces mêmes gens qui vont être dans l'émotionnel, dans l'hypersensibilité lorsqu'il y a un accident d'avion. Et qui vont dire ah, « c'est dramatique, l'avion est dangereux ». Sauf que ces gens-là ne sont plus capables, de par justement l'absence de raison, l'absence de bon sens, se dire « oui, mais s'il y a 250 personnes qui sont mortes dans un avion, un accident d'avion, c'est dramatique, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il faut interdire les avions? Parce que... Sauf que si vous mettez cet accident sur l'ensemble, ne serait-ce que d'une journée, sur l'ensemble des vols à travers la planète, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est un accident sur 10 000, 20 000, 30 000 avions qui ont volé sur des moyennes, petites ou grandes distances sans encombre. C'est la proportionnalité. Mais évidemment, cette proportionnalité, cette mesure de risque, le jour où le risque arrive, c'est dramatique, c'est effrayant, c'est horrible. Alors, en effet, si des gens comme vous et moi, nous sommes vaccinés et que nous n'avons rien de particulier, nous n'avons pas de conséquences, on pourrait très rapidement être convaincu, ben oui, ça marche.
Donc pourquoi les gens ne veulent pas se vacciner, puisque ça marche? Moi, je suis vacciné. Mais à un moment donné, vous prenez du recul, vous dites, oui, mais moi je suis vacciné, je suis peut-être protégé. Même si je chope le Covid, je n'aurai pas de symptômes. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis l'exemplaire qui est la démonstration pour la généralité. Je fais peut-être une exception. Comme je vous l'avais expliqué, depuis 92, je ne me suis jamais fait vacciner de la grippe. Et pourtant, j'avais un métier où j'étais exposé au public, où j'avais des contacts multiples avec des gens. Et pourtant, j'ai jamais chopé la grippe. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde a des pathologies différentes. Sauf qu'en effet, le jour où ça vous arrive, eh ben, il y a un moment donné, vous avez une majorité de gens qui vont dire que c'est la faute du vaccin. Oui, c'est la faute du vaccin. Mais c'est aussi peut-être la faute que vous avez une pathologie, que vous avez des antécédents, connus ou inconnus, conscients ou ignorés, et qui a eu ses conséquences. C'est comme ce jeune qui est décédé malheureusement, jeune de 22 ans, dont je ne me souviens plus le nom, qui est décédé quelques heures après avoir reçu sa dose de vaccin. Il y a une autopsie qui a été ordonnée, on n'a pas eu de résultat, on n'a pas su... alors apparemment le gamin était allergique à quelque chose, à une substance ingérable. Sauf qu'on n'a pas de détails. Alors évidemment, tout de suite, il y a les pro-vaccins qui disent « Oh non, mais de toute façon, il est décédé parce qu'il a ingéré quelque chose et il est mort à cause de ça. C'est pas à cause du vaccin. » Qu'est-ce que vous en savez? Si ça se trouve, il est mort du vaccin. Mais il est mort du vaccin parce que le vaccin a déclenché quelque chose chez lui qui ne va pas. Alors attention, soyons clairs, je le répète encore une fois de plus, je le dis à chaque vidéo. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour faire du pro-vaccin. C'est simplement pour remettre les choses au clair, qu'après, il faut voir la proportionnalité bénéfice-risque. Et qu'en effet, aujourd'hui, les vaccins provoquent des effets secondaires non négligeables, qu'il y a une proportion aujourd'hui dans les statistiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui n'est pas négligeable, qu'il faut prendre en considération. Mais encore une fois, souvenons-nous, ce sont des produits expérimentaux. Oui, les labos ont fait des tests sur des dizaines de milliers de personnes, mais quand on regarde les tests, ils ont quand même bien choisi leur échantillon. Par exemple, Pfizer n'a pas intégré de femmes enceintes. Or, aujourd'hui, on vaccine des femmes enceintes avec du Pfizer. Quel recul on a pour savoir si les femmes enceintes n'ont pas un risque? On n'en a pas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on sert de cobaye. Sauf comme il y a urgence pandémique, et qu'on n'a pas de vaccin, qu'on n'a pas de traitement, etc., donc il faut absolument sacrifier tous ces gens au bénéfice de la majorité des gens. Et comme je vous dis, oui, mais le jour où ça vous arrive à vous, ou ça arrive à un membre de votre famille, ou à votre fils, etc., évidemment, l'émotionnel va supplanter la raison, et vous allez forcément mettre ça sur le compte du vaccin. À tort ou à raison. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont mourir du vaccin. Comme il y a des gens qui meurent du vaccin de la grippe. Comme il y a des gens qui meurent de certains traitements qui pourtant sont utilisés depuis des années. Oui, il y a des gens qui meurent de l'hydroxychloroquine. Parce que, malheureusement, leur pathologie a fait que ça s'est mal passé pour eux. Ça existe. Il y en a. Mais de là à ce que, malheureusement, aujourd'hui, dans des conflits d'intérêts économiques pour les labos, politiques pour les idéologues, eh bien, on prend ce qu'on veut bien prendre pour dire l'hydroxychloroquine ne sert à rien, ne marche pas, et en plus de ça, c'est dangereux. Comme il y a des gens qui disent non, ça fonctionne. Donc là encore, toutes les parties se servent d'arguments, et certains se servent de l'argument de la science. La science a prouvé que les produits fonctionnaient par le biais de tests contrôlés, certifiés par des organismes sérieux, confirmés par des experts, confirmés par des sommités. Donc ça marche, donc hop, tout le monde, on vaccine. Sauf qu'on a complètement oblitéré le fait d'être franc, de dire la vérité. Cette vérité qui est que on a un traitement, mais attention, nous reconnaissons que le traitement peut avoir des conséquences sur un certain nombre de gens. Sauf que comme malheureusement, on a
créer des sociétés dans certaines générations de gens qui n'ont plus véritablement la notion de la réflexion, du bon sens, de la raison, etc. Donc on s'est dit, on va pas faire peur aux gens. On va pas faire peur aux gens parce que sinon ils vont pas se vacciner. Donc ils ont choisi la politique inverse. C'est-à-dire de conditionner, de faire de la propagande, et d'en venir aujourd'hui, ce qu'ils en viennent en France, c'est faire de la menace. C'est-à-dire faire de la contrainte. C'est-à-dire faire de l'obligation vaccinale maquillée. Comme ce qui est aujourd'hui aux États-Unis dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire utiliser les acteurs économiques pour faire pression sur les Américains pour les obliger à se vacciner. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est, pour lutter contre la pandémie, il faut que tout le monde soit vacciné, quitte même s'il faut qu'on tue des gens, à cause du vaccin, à cause de la précipitation, à cause du manque de données, à cause du manque de précision, à cause du manque de temps pour faire les protocoles correctement. La preuve en est, c'est que la plupart des organismes de santé, que ce soit national ou international, ont réussi plus ou moins dans certains endroits à couvrir pénalement les acteurs. Aujourd'hui, en Europe, les laboratoires ne pourront pas être traînés devant les tribunaux par des associations ou par des regroupements de personnes. C'est l'Union européenne qui va payer, si tant est que les gens arrivent à démontrer que c'est bien le vaccin qui a tué leur fils, leur fille, leur mari, leur femme, leur tante, leur grand-père, etc. En revanche, aux États-Unis, c'est pour ça que les Américains sont un petit peu plus frileux à aller dans ce sens de l'obligation vaccinale, etc., c'est qu'ils font toujours reposer la responsabilité des données des laboratoires, et donc obligent les laboratoires à faire un suivi précis de ce qui se passe pendant la période de vaccination de la population américaine. C'est pour ça qu'on a ce fameux site qui est très complet, statistiquement. Il est tellement complet qu'ils n'arrivent même plus d'ailleurs à gérer toutes les datas et qu'ils vont arrêter les ventilations par rapport à la vaccination parce que ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent plus. Peut-être qu'aussi ils n'ont pas envie, parce qu'ils se disent là ça commence à chiffrer un peu trop, ça peut éventuellement amener des risques que des gens finissent par se convaincre encore plus de ne pas aller se faire vacciner, etc. Donc c'est une gestion, oui, qui est débordante finalement de toutes les valeurs et tous les principes de respect de certains principes de liberté, de constitutionnels, etc. Là ils sont en train d'écraser un certain nombre d'autres dogmes sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur la liberté, pour assouvir leur besoin de voir tout le monde se faire vacciner. Après, évidemment, pour d'autres raisons, etc., mais on ne va pas s'étaler sur la question parce que ce n'est pas le thème pour l'instant de la vidéo. Ainsi, le cœur des adeptes de la science n'accorde aucune attention aux francs-tireurs accrédités, sauf si c'est pour les diffamer. Et oui, en effet, aujourd'hui, la plupart des gens qui réussissent à faire de démonstrations scientifiques prouvées avec arguments, avec bon sens, etc., eh bien, ils deviennent dangereux parce qu'ils menacent un dogme. La vaccination. La vaccination est un traitement qui n'échappe pas, qui ne doit pas échapper à la règle fondamentale du consentement. C'est-à-dire, on ne peut pas inoculer un produit sans le consentement de la personne ou d'une personne de tutelle. Et bien ça, aujourd'hui, ils sont en train de couper l'herbe sous le pied en utilisant d'autres procédés, c'est-à-dire la menace. C'est-à-dire aller chercher le consentement obligatoire, obligé, sous la contrainte. La contrainte de voir des libertés supprimées parce que vous n'êtes pas vacciné. Apparemment, selon le modèle de science des croyants, la vérité descend du mont Sinaï séculaire, donc le mont Science, grâce à un ensemble de scientifiques, et ces déclarations ne doivent pas être remises en question. Les dissidents peuvent être ignorés car ils ne font pas partie des élus. Comment les élus ont-ils atteint leur position élevée? Souvent
mais pas toujours, c'est par le biais de processus politiques. Par exemple, la nomination dans une agence gouvernementale ou l'octroi de subventions prestigieuses, il se peut qu'un scientifique ait simplement gagné l'adoration et l'intelligentsia progressiste parce qu'il s'est vu s'aligner ou s'aligne facilement sur un programme politique particulier. C'est la bureaucratie. C'est l'invasion de la technocratie au profit de la réelle science, de la réelle raison, de la réelle intelligence scientifique. C'est-à-dire, en gros, c'est les suceurs de bits qui ont réussi à accéder à des positions de pouvoir pour exécuter des ordres, pour exécuter complaisamment des politiques, et non pas agir ou interagir selon leur professionnalisme, leur expérience ou leur expertise. On l'a bien vu de toute façon, à la télévision, tous ceux qui se prétendent experts, qui sont experts, etc., et qui un jour disent blanc, le lendemain disent noir, et le surlendemain disent gris. Mais ce n'est pas de la science, c'est de la religion. Ou du moins, c'est le stéréotype de religion auquel les adeptes de la science s'opposent au nom de la lumière. Il en résulte des dogmes, et en fait, des accusations d'hérésie. Et force est de constater qu'avec cette pandémie, jamais on n'aurait pu imaginer en venir à entendre ou voir des gens qui ne le disent pas ouvertement, mais qui ont des pratiques, des décisions, comme si on était en pleine inquisition. Punir, la punition. La punition, la torture jusqu'à acquérir l'aveu, le consentement, la soumission. Dans la vraie science, il n'y a pas d'élus, ni de mont de la science. La vraie science est un processus brutal d'hypothèses, de tests publics, de tentatives de réplication, de formation de théories, de dissension et de réfutation peut-être, de révision peut-être, et de confirmation peut-être. Donc vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, la science, c'est une succession d'actions inversées, contradictoires, critiques, pour justement confirmer, affiner ce que la science découvre. Ce que la science peut parfois interpréter. Et que cette interprétation va nécessiter que la science s'améliore, se perfectionne, se remette parfois en question pour savoir si elle n'a pas pris une voie de facilité plutôt que d'aller chercher une vérité. C'est un processus sans fin, comme il doit l'être. Qui sait ce qui nous attend au prochain tournant? Aucune question empirique ne peut être déclarée réglée par consensus une fois pour toutes, même si, avec le temps, une théorie a résisté à suffisamment de défis compétents pour justifier un haut degré de confiance. Dans un monde où les ressources sont rares, y compris le temps, toutes les questions ne peuvent être approfondies. Il faut donc faire des choix. Et oui, pour le plus grand nombre, parce qu'on est pressé par le temps, parce qu'il y a des impératifs, parce qu'il y a des urgences, à un moment donné, il faut que des gens décident. Le choix. Le choix parfois qu'on est obligé de faire sans avoir la garantie d'avoir toutes les données pour faire le bon choix. Finalement, vous voyez, on rejoint ce que je vous disais dans une précédente vidéo, le problème du choix. C'est-à-dire, dans une société, quand vous déresponsabilisez les gens, quand vous mettez de l'infantilisation, de l'hypersensibilisation, que vous dénaturez l'accès à la maturité, l'accès à l'expérience, à la compréhension, à la culture, à l'éducation, vous forgez des gens qui ne sont plus capables de faire des choix. Parce qu'ils veulent la facilité, ils veulent l'assurance que la voie qu'ils vont emprunter, que la décision qu'ils vont prendre va être la bonne. C'est-à-dire qu'il va leur attirer de l'intérêt et non pas de la contrainte. Évitez les contraintes. Je suis sûr et certain que dans votre vie, dans vos expériences, il vous est arrivé à un moment donné de vouloir éviter la contrainte, de ne pas vouloir l'affronter et d'avoir choisi une facilité. C'est naturel, c'est humain. Sauf que ça fait partie aussi des expériences. Le jour où vous avez choisi d'aller dans la facilité, mais que cette facilité finalement vous a porté tort, qu'elle a été préjudiciable pour vous, pour l'entourage, vous en tirez une leçon. Et vous savez que la prochaine fois, il faudra peut-être tourner
cette fois votre langue dans votre bouche, qu'il faudra peut-être réfléchir à 2 fois avant de se précipiter, que de réfléchir, que de ne pas satisfaire simplement à la pulsion, à l'envie, au plaisir, mais à un moment donné de se poser, de regarder autour de soi et de constater que si on prend ce choix, si on prend cette décision, si on va dans cette direction, eh bien nous allons créer des dommages collatéraux. Alors que si nous affrontons une contrainte, il y a de fortes chances que vous réussissiez, et que vous réussissiez aux yeux même de la reconnaissance des autres, et non pas vous reposer sur les autres, ou parfois même ne pas culpabiliser l'autre de votre propre erreur. Malheureusement, on en croise de plus en plus des gens comme ça. Et quand ces gens-là veulent se servir de la science comme religion pour prouver qu'ils ont raison de dire ce qu'ils disent, de vous démontrer ce qu'ils veulent vous démontrer, de vous convaincre de ce qu'ils veulent vous convaincre, au mépris même de vous écouter vous-même avec vos propres arguments et vos propres preuves scientifiques, aucune question empirique ne peut être déclarée réglée par consensus une fois pour toutes, même si avec le temps une théorie a résisté à suffisamment de défis compétents, j'ai déjà fait. Le pouvoir institutionnel de déclarer que les questions sont réglées par consensus ouvre la porte à toutes sortes de méfaits qui violent l'esprit de la science et peuvent nuire au public financièrement et autrement. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pleinement. C'est-à-dire cette absolue nécessité de gens de nous convaincre qu'il faut se vacciner parce que c'est pour vous la seule façon de revenir à la vie normale, c'est la seule façon de vous protéger à 100%, alors que c'est faux, complètement faux, que ce n'est pas garanti. C'est un dogme, et on s'appuie sur la science. Les vaccins ont fait leurs preuves. Regardez, nous avons éradiqué des maladies, nous avons éradiqué des virus. Sans la vaccination, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des individus en bonne santé, prêts à lutter contre les agressions extérieures. Donc, vaccinez-vous. Oui, mais vacciner, oui, d'accord, mais pas n'importe comment, pas immédiatement, pas sans diagnostic, pas sans vérifier d'abord si vous ne risquez pas de faire des effets secondaires graves. Non, tout ça n'existe pas. Non, tout ça c'est de la fake news. Vaccinez-vous. Faites-vous piquer. Bon, après, si vous avez des effets secondaires, ou si vous décédez, on n'en a rien à foutre, puisque de toute façon, on veut que tout le monde se vaccine. Ce qui est étrange, c'est que les défenseurs de la science montrent parfois qu'ils comprennent correctement la science. Certains athées célèbres, par exemple, utilisent un modèle correct de la science lorsqu'ils insistent auprès des religieux sur le fait que nous ne pourrons jamais atteindre la vérité absolue, ce qui signifie que l'infaillibilité est hors de portée. Mais ils oublient vite ce principe lorsqu'il s'agit de leur proposition scientifique favorite. Ils ressemblent alors soudainement aux personnes qu'ils s'attaquaient l'heure précédente. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui utilisent des outils, mais que ces outils n'ont que l'objectif d'essayer de vous faire comprendre que vous êtes idiot et que vous n'avez pas le monopole de remettre en question un argument, une science ou un fait, mais que quand vous inversez la question, c'est « ok, prouve-moi que j'ai tort ». Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que les gens sont incapables de vous prouver que vous avez tort. Si ce n'est vous sortir des lieux communs, si ce n'est vous raconter des salam-alek, si ce n'est reprendre des idées préconçues, des arguments construits à l'avance. Mais quand on leur demande de préciser, quand on leur demande d'argumenter, de développer, ben c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Et c'est exactement, encore une fois de plus, ce dont on connaît, dont on voit aujourd'hui avec les vaccins. Vous avez des gens qui disent mais la vaccination ça marche, sinon par exemple comme celui qui m'avait sorti le coup, oui mais regardez en France le vaccin contre pas la polio mais je ne sais plus quelle maladie. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, ça y est, j'ai oublié. Mais je lui ai expliqué, je lui ai dit oui mais attendez, la France l'a rendu obligatoire, mais après combien de temps de tests, d'expériences, après combien de temps où ce produit a été utilisé sur des personnes à grande échelle.
Et là, vous voulez appliquer la même règle pour un vaccin qui n'a même pas 2 ans. Alors qu'aujourd'hui, en effet, il ne faut pas 50 ans pour développer un vaccin. Aujourd'hui, il y a des protocoles. Les protocoles, c'est entre 3 et 5 ans de tests. Minimum. Combien de temps on en est là déjà? Expliquez-moi alors pourquoi les vaccins aujourd'hui sont toujours en phase expérimentale. Et là, tout d'un coup, là, vous êtes insulté de tous les noms, de tout ce que vous voulez, etc. Donc voilà, et malheureusement, des gens comme ça, on en croise de plus en plus. C'est-à-dire des gens qui sont convaincus d'avoir l'argument pour vous faire mouche, mais au moment où ils se rendent compte que vous aussi, vous pouvez faire mouche parce que vous avez des données plus importantes que lui, pardon, hop, plouf, plouf, bah oui, va potasser, puis tu reviendras avec tes arguments. Un autre problème avec les défenseurs de la science dogmatique est qu'ils supposent qu'une politique gouvernementale appropriée, qui est une question normative, découle directement de la science, qui est une question positive. Si l'on connaît la science, alors on sait que chacun doit faire, c'est du moins ce que pensent les dogmatiques scientifiques, c'est comme si le scientifique était exceptionnellement qualifié en vertu de son expertise pour prescrire la meilleure réponse en matière de politique publique. Là encore, une fois de plus, on est sur le problème entre la réalité et le travail scientifique, et la réflexion scientifique, et l'acquisition, la normalisation, la généralisation scientifique faite par la technocratie scientifique. Mais c'est tout à fait faux. La politique publique est une affaire de jugement moral, de compromis et de recours justifiés à la coercition. Les spécialistes des sciences naturelles ne sont ni seuls à connaître ces questions, ni les seuls à pouvoir prendre les bonnes décisions pour tout le monde. En effet, un scientifique peut apporter des réponses à des questions, mais ce n'est pas à lui de décider sur quoi, sur qui, sur comment on doit appréhender, mettre en place des protocoles, etc. Là, dans ce cas-là, c'est un politique, c'est une administration, c'est une législation qui doit faire le travail. Mais ce n'est pas aux scientifiques de dicter une loi, de dicter une règle. Le scientifique apporte les arguments, préconise, conseille. Bon, sauf que malheureusement, avec le Covid, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des scientifiques donner carrément des ordres. Lorsque les scientifiques médicaux ont conseillé de verrouiller l'activité économique en raison de la pandémie, ils ne s'exprimaient pas en tant que scientifiques, mais en tant que moralistes, sous des habits de scientifiques. Quelles sont leurs qualifications particulières pour ce rôle? Comment ces scientifiques auraient-ils pu prendre en compte toutes les conséquences graves d'un verrouillage psychologique, domestique, social, économique, etc., pour les divers êtres humains qui seraient soumis à cette politique? En effet, ils n'ont fait qu'appliquer des protocoles, ils n'ont fait qu'appliquer des principes qu'on a voulu tester. Souvenez-vous, le fameux Event 201. Le Event 201 est l'un de ces éléments qui, aujourd'hui, permettent, sur un scénario, de voir comment on réagit, quelles décisions on peut prendre, comment organiser la logistique à l'échelle internationale, les relations entre les pays, entre les différents services, quelles décisions prendre au niveau sanitaire, quel acteur on peut intégrer dans cette opération sanitaire, etc. C'est protocolé. Mais quand un scientifique dit « mais vous devez faire du confinement », sur quelle base, sur quelle raison réelle a-t-il le droit de dire qu'il faut faire du confinement? Ce n'est pas son rôle. Et pourtant, on en a vu qu'ils l'ont fait. Il y en a d'autres qui ont dit, non mais attendez, c'est un choix. C'est un choix qui est difficile, c'est soit on fait comme la Suède, c'est-à-dire on préconise, on oblige des mesures sanitaires de distanciation, de masque, de se laver les mains régulièrement, etc. Mais on ne coupe pas la société, on n'interrompt pas le déroulement de la société, ou alors on confine, mais avec toutes les conséquences que ça va impliquer. Pour quelle raison? Dans quel but? Pourquoi? Pour éviter les contaminations, pour limiter les contaminations. Ce qui est encore plus vrai en France, on le sait maintenant, c'est parce que aussi les hôpitaux sont saturés. Et ça, on l'a déjà expliqué, on sait pourquoi les hôpitaux sont saturés. C'est parce que depuis des années, il y a le petit livre blanc qui impose
qu'il faut réduire les budgets de la santé publique parce qu'on veut détruire la santé publique, parce qu'à terme, on veut en mettre une faillite du service public pour ouvrir le marché au privé. Voilà. Voici la distinction pertinente. Si nous devons favoriser la science, nous devons rejeter le scientisme, cette croyance erronée selon laquelle les seules questions qui méritent d'être posées sont celles qui se prêtent aux méthodes des sciences naturelles et que, par conséquent, toutes les questions doivent être soit reformulées de manière appropriée, soit rejetées comme du charabia. François Hayek, dans la contre-révolution de la science, définit le scientisme comme l'imitation servile de la méthode et du langage de la science. Force est de constater qu'on est plein dedans. J'aime la façon dont le philosophe Gilbert Ryle l'a exprimé dans The Concept of Mind. Les physiciens auront peut-être un jour trouvé les réponses à toutes les questions physiques, mais toutes les questions ne sont pas des questions physiques. Les lois qu'ils ont trouvées et qu'ils trouveront peut-être, dans un sens du verbe métaphorique, régir tout ce qui se passe, mais elles n'ordonnent pas tout ce qui se passe. En fait, elles n'ordonnent rien de ce qui se passe. Les lois de la nature ne sont pas des fatalités. Et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas parce que la science, à un moment donné, donne une réponse à une question, que la réponse est forcément une loi. Elle est une idée, elle est un concept. Elle peut être un concept. Elle peut définir une règle, mais une règle qui devra prendre en considération d'autres éléments, d'autres aspects, dont ces scientifiques ne sont pas des spécialistes. Eux, ils ne font qu'apporter des réponses par rapport à leur spécialité. Comment devrions-nous vivre ? Ne fait pas partie des questions auxquelles les spécialistes de sciences naturelles sont spécialement qualifiés pour répondre, mais elles méritent certainement d'être posées. De même, quels sont les risques que vous et moi devrions prendre ou éviter ? Il est un monde de différence entre l'affirmation d'un expert médical, le vaccin X est généralement sûr et efficace, et la vaccination devrait être obligatoire. L'un des grands critiques de la science, du scientisme était Thomas Schwartz, qui était médecin généraliste, qui a consacré sa vie à lutter contre les croisements de la profession médicale et en particulier de la psychiatrie, visant à refondre les questions morales en questions médicales et à contrôler ainsi les gens au nom de la science désintéressée. La science désintéressée, ça c'est un terme qui est très important. Parce que la science désintéressée, c'est la science pour améliorer, pour apporter des réponses, pour faire évoluer la raison, la culture, la connaissance, la science, la société, l'économie. La plupart des gens ne sont pas qualifiés pour juger la plupart des conclusions scientifiques, mais ils sont qualifiés pour vivre leur vie raisonnablement. Je suis hautement convaincu que la Terre est une sphère et qu'une molécule d'eau est composée de 2 parties d'hydrogène et 2 parties d'oxygène. Mais je ne sais pas comment confirmer ces propositions. Nous devons donc nous fier aux autorités scientifiques et médicales, non pas au sens du pouvoir, mais au sens de l'expertise et de la réputation. Même les autorités d'un domaine se fient aux autorités d'autres domaines. Mais nous devons aussi nous rappeler que les affirmations empiriques de ces autorités sont défendables, c'est-à-dire qu'elles sont en principe ouvertes à la réfutation, et peut-être la réfutation, c'est-à-dire un processus scientifique. Hormis les axiomes indispensables et auto-validés de la logique, toutes les affirmations sont ouvertes dans ce sens. C'est ce processus qui nous permet de découvrir la vérité. Comme l'a fait remarquer John Stuart Mill dans son ouvrage intitulé On Liberty, même un dissident qui a une opinion manifestement erronée sur une question peut savoir quelque chose d'important sur cette même question qui a été négligée. C'est à nos risques et périls que nous faisons taire les gens et que nous les traitons d'hérétiques. C'est du dogme, pas de la science. Et ça, c'est un texte qui vient de Libertarian Institute. Donc, Libertarian Institute, le libertarien aux États-Unis, c'est un concept libertaire, libéral, mais libéral dans le sens vraiment remettre en question certains principes, certaines valeurs, etc., y compris le fait, est-ce qu'on a besoin d'une autorité, est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement, d'un président, alors qu'il suffirait peut-être simplement d'administration pour faire tourner
le système de faire tourner le pays. Quel est l'intérêt d'un gouvernement? Quel est l'intérêt d'un président? Si ce n'est se soumettre finalement en fait à de l'idéologie, de la politique. Je suis mieux que l'autre, j'ai des idées meilleures que l'autre, pour le pays. Alors que le pays peut très bien s'autogérer en défendant les intérêts selon des principes et des valeurs établis. Donc je pense que ce texte est assez intéressant, parce qu'en fait, il met le doigt en effet sur un des problèmes qui aujourd'hui a véritablement émergé, je dirais, auprès de l'opinion publique. C'est voir que finalement, l'absolutisme de certains est légitimé, jugé, apprécié par des organismes tels que les médias, tels que les politiques, alors qu'en réalité, ces gens-là n'ont absolument aucune autorité, n'ont aucune valeur éthique, crédibilité, pour, à un moment donné, dire « il faut confiner, il faut que tout le monde se vaccine ». Et on en arrive à des propos complètement idiots, complètement stupides, comme l'a dit Véran, de dire 100% vacciné, c'est la garantie du retour à la vie normale, c'est la garantie de lutter et de faire disparaître le virus. C'est de la sémantique. Alors évidemment, en matière politique, le discours tient le coup. C'est un discours politique. C'est un discours généraliste. C'est un discours pour convaincre. Mais son discours n'a absolument aucune crédibilité scientifique. Mais si des scientifiques suivent le politique dans l'argumentaire, on fausse complètement les données. On fausse la réalité scientifique. Et ce qui fait que nous voyons, vous et moi, des gens faire des vidéos, faire des commentaires, faire des tweets, avec une conviction de se reposer sur un fait scientifique, alors qu'en réalité, il n'a pas compris que le fait scientifique n'était pas une décision, un fait absolu, mais une donnée d'une équation beaucoup plus large. Je terminerai par cette petite réflexion. Il arrive très souvent pour des athées de dire « tu ne crois pas en Dieu ». Et un scientifique, astrologue, cosmologue, pardon, lui, il va vous dire « je ne peux pas répondre à cette question ». Pourquoi? Parce que dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, nous avons toujours des questions auxquelles nous ne pouvons pas apporter des réponses. Qui a créé cet équilibre dans le cosmos? Comment est-ce qu'est né cet équilibre? Est-ce qu'il est né par nature, par la logique des choses, par la logique de la physique, de la métaphysique, de la science, des matériaux, des influences? Ou est-ce qu'il y a eu une main? Est-ce qu'il y a eu une main divine? En réalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Pourquoi? Parce que nous sommes limités par nos niveaux technologiques. Alors évidemment, à partir du moment où la science ne peut pas apporter une réponse, qu'elle ne peut apporter que des théories, à partir de là, la théorie peut engendrer chez des gens des convictions. Si nous ne sommes pas capables d'expliquer ou de répondre à des questions sur l'infiniment grand, sur l'infini du cosmos, pourquoi il y a telle planète, pourquoi il n'y a que de la vie sur Terre pour l'instant, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas visités, ou nous sommes visités, mais enfin, vous voyez, on a parlé des ovnis récemment, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez la preuve que nous avons été visités par des extraterrestres? Le problème, c'est que si vous regardez, tapez sur Google, vous allez avoir des tas de sites, des tas de vidéos qui vont vous dire « oui, regardez, on a été visité, regardez, il y a des preuves ». Sauf que moi, si je vois ces documents-là, je vais vous trouver une analyse différente, une interprétation différente. C'est d'ailleurs ce qu'avait expliqué le professeur Vallée dans une de ses dernières conférences, qui était très intéressante sur son expérience personnelle par rapport à ces phénomènes. C'est qu'il expliquait qu'il y avait un objet qui avait suscité énormément de fantasmes, de théories, etc. Et le jour où il a pu avoir accès à cet objet, bien pour lui, il est convaincu, mais c'est sa conviction personnelle, il est convaincu que cet objet est une création humaine. En revanche, c'est une création humaine sur une base, ou sur une réflexion, ou sur un plan
dont il ignore l'origine. Il ne s'explique pas comment est-ce que l'homme a pu créer cette machine, comment l'homme a pu créer cet objet. Et il ne fait pas de spéculation. Il ne dit pas, bah, c'est certainement parce que voilà, on a réussi à trouver un vaisseau extraterrestre, on a réussi à l'étudier, le reconstituer, etc. Non, parce qu'il n'a pas de preuve de cela. C'est le factuel. Donc à partir de là, quand ce sont des gens qui ont l'expérience, qui ont les compétences, les connaissances, la science, pour répondre à des questions, mais en disant, attention, moi je vous donne des faits, je vous donne des résultats, maintenant vous interprétez les choses, moi je vous dis ce que j'en pense, mais quelqu'un d'autre, lui, va peut-être imaginer autre chose, et qui sera tout aussi valide, tant qu'on n'en a pas la preuve, tant qu'on n'en a pas la démonstration. Et c'est comme ça, un peu dans beaucoup de domaines. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura aidé à mieux comprendre la complexité de notre monde. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, que puis-je vous souhaiter de bon courage et vaccinez-vous. Vous devez vous vacciner. Sinon, il est évident que ce que je viens de vous dire est ironique. Je faisais de l'humour. Vous êtes parfaitement libre de faire ce que vous voulez. C'est un fondamental de la liberté. Portez-vous bien.